répond à une invitation de l'Institut supérieur de finances dans le cadre du lancement de cette formation sur la fiscalité équitable et durable. Le temps est bien choisi, je l'ai déjà dit, parce qu'ils ont organisé cette cérémonie au moment où nous sommes, je concerne le pays dans la dernière ligne droite, la préparation, la finalisation du budget de l'année 2024 qui doit être, d'après notre constitution, déposée à l'Assemblée nationale le 15 octobre. Le thème aussi est bien choisi parce que quand on parle de fiscalité, et surtout si on y applique la question de l'équité, il faut savoir que autant on parle de justice sociale, mais il y a aussi la justice fiscale. Le sujet aussi est bien choisi dans la mesure où la fiscalité est le premier poste du budget de l'État. Ce sont les ressources prélevées au titre de la fiscalité qui permettent de financer les dépenses. Et surtout, ici, il parle de fiscalité. La fiscalité, ça s'entend comme un prélèvement obligatoire sans contrepartie qui finance les missions régaliennes qui sont confiées à nous. Maintenant, pourquoi c'est important? Les autorités du pays me disent bon, nous allons entrer progressivement à l'ère du pétrole. Les ressources budgétaires vont augmenter. Et au sein de cela, il y a forcément la question de qui paie quoi et où va l'argent. Le reste, c'est que j'ai tenté, moi, dans le cadre de la discussion, en tout cas du message que j'ai voulu envoyer, d'abord, en me présentant à eux comme une bonne volonté, je leur ai expliqué que la matière fiscale est très intéressante, mais je personnellement milite en faveur du changement de profil des fiscalistes de notre pays. Je crois que cette formation peut permettre de le faire. Pourquoi? Parce qu'un bon fiscaliste n'est pas seulement un spécialiste du droit fiscal. Un bon fiscaliste doit être un économiste fiscal. Un bon fiscaliste doit être un statisticien de la fiscalité. Un bon fiscaliste doit être aussi un comptable fiscal. On y ajoute maintenant la question du développement durable. Un bon spécialiste aussi doit être spécialiste de développement durable, à savoir disposer des capacités techniques et intellectuelles pour savoir le lien entre la fiscalité et le développement durable. Dans le développement durable aussi, c'est un thème très actuel. Il faut savoir que notre pays, le Sénégal, est en avance sur beaucoup de pays qui concerne le développement durable. Depuis plus de 15-20 ans, nous avions déjà des documents stratégiques sur le développement durable qu'on n'a pas, il faut le reconnaître aussi, qu'on n'a pas suffisamment financé. Et je persiste à dire qu'on a besoin maintenant, comme nous allons avoir des ressources beaucoup plus élevées, de financer sur le développement durable. Dans le cadre maintenant de ces... Au moment où c'est des politiques d'ajustement structurel, de 86-88, où l'État ne recrutait pas beaucoup. Nous avions des promotions de transit. Quand on dit ça aujourd'hui, ça veut faire sourire. Ça veut dire quoi? C'était des promotions très soudées. Pour réussir sa vie, il faut se mettre à la disposition des autres. Parce que moi, j'ai compris une chose, il y a eu un moment dans la vie où les salaires ont des outils, des voitures, des maisons, mais on n'oublie jamais ce qu'on a fait pour sa maison. Ça, je paraphrase un de mes professeurs à Harvard, qui s'appelait Paul Benjamin. Il m'a marqué, il m'a dit, on dit en anglais reward. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de se mettre à la disposition de sa communauté. Nous avons un profil qui s'appelle le Sénégal. Donc, c'est une génération qui, quand elle est venue dans l'État, nous étions très jeunes. Mais surtout, la particularité de cette génération, c'est qu'on a été responsabilisés très vite.
structurel, l'un des leviers de l'enrichissement, c'était la réduction des effectifs dans la fonction. Donc vous entrez dans la fonction publique, la première chose que vous constatez, c'est que vous êtes jeune, moins de 30 ans, devant des aînés. En ce temps-là, vous vous rappelez bien, on partait à la retraite à 55 ans. Donc vous êtes très, très vite exposé. C'est pas mal. Ça a aussi un risque, parce qu'on commence à vous appeler payeur. Si vous ne faites pas attention, ça risque de prendre dans la tête. Mais quand même, vous êtes dans des environnements où vous êtes obligé de faire votre preuve. Les normes, il faut savoir, à l'époque, c'était très élevé. C'est-à-dire, quand vous étiez en tenue dans la rue, on vous regardait comme une personne exceptionnelle. Et quand vous êtes dans l'état, c'est encore pire. Vous étiez vraiment un chef. Et ça, c'est important de comprendre ça. Ce que je veux expliquer, c'est que très vite, vous êtes exposé aux responsabilités. Et la particularité d'un chef, c'est qu'il est seul. Moi, par exemple, à 35 ans, j'étais chef comptable de l'État. Ce n'est pas parce que j'étais compétent, c'est parce que c'était le contexte. Vous venez au trésor. Moi, j'ai fait 9 mois à Thiès, on m'a rapatrié à Dakar. J'étais en charge de ce qu'on appelle le visa au cordon douanier. Jeune, à 30 ans, c'est moi qui visite pour faire passer le marchandise. Après ça, j'étais au trésor, très rapidement chef de division. J'ai eu la chance aussi, je brille durant le mois d'aujourd'hui, un génie. Un génie. On Lamine, si vous ne l'avez pas compris, bon, Maguette, vous connaissez bien, c'est un génie. Parce que vous êtes, votre génération, vous êtes jeune, vous êtes ambitieux, quelque part même, vous êtes pressé. L'un des enseignements que moi j'ai tiré de ma carrière, c'est que pour faire une grande carrière, il faut avoir un grand chef. C'est les grands chefs qui font des grandes carrières. Et les grands chefs, ils ressemblent à quelqu'un qui est brillant, froid, directif et super exigeant. Nous attend sur le résultat. Et nous, on a eu des chefs. Moi, des fois, j'ai discuté avec un de mes amis, Ablaye Diop. Tous ces gens, ils ont fait des grandes carrières. Je vais vous expliquer pourquoi. Ablaye Diop qui est maintenant président du gouvernement. Je lui disais, mais ce gars, il a un don. Parce que tu lui présentes un papier, on a l'impression que là où ça ne va pas, c'est là où il met ça. Mais ce n'est rien d'autre que de l'expérience. L'expérience, ça crée des automatismes. Et l'automatisme, on l'acquiert, ce n'est pas de l'intelligence, quand le travail. Nous, dans 7h30 du bureau, on n'a même pas les moyens. Parce que les jeunes, ils sont arrivés maintenant, ils voient que même une table normale, on a chaise, il n'y avait pas cet acte. C'était comme ça. Mais 7h30, on était là-bas. Moi, je me rappelais toujours que mon fils aîné, je l'amenais, il était à Roosevelt, c'était à la Croix-Rouge. Vous imaginez, il faut que j'aille à la Croix-Rouge. Il y a une chose que je n'oublierai jamais, je l'ai laissé là-bas. Des fois, avec une seule dame, j'étais obligé d'aller au trésor pour émarger. Ça aussi, vous êtes demandé de ça, la discipline. Et on n'osait même pas entrer au bureau avec les seins. Là, le reste, c'est du travail, on a travaillé beaucoup. Toutes ces générations, quand vous les voyez, vous pensez que c'est des génies. Ce n'est pas des génies. C'est-à-dire qu'ils se sont mis, on les a mis dans une situation où finalement, ils sont allés puiser des facultés qui ne soupçonnaient même pas à nous. Moi, il m'est arrivé de régler des problèmes. Je vous en citer un ou deux. Je dis, est-ce que c'est moi qui fais ça? Si, pour moi. C'est du temps que voilà, comme président. J'étais en charge, j'avais peut-être la quarantaine, en charge de négocier des programmes avec les jeunes. Et chef de la délégation, avec des grands ténors comme le Max tout ça, et c'est ici. On va à Washington, il est nécessaire. Bon, on ne veut rien faire, il faut recruter 5 000 fonctionnaires par année. Ça fait 15 000. Je vais à Washington. On dit, il y a un fou au Sénégal qui veut recruter 15 000 fonctionnaires. Ce n'était pas possible en Afrique. Mais je me suis retrouvé dans une situation, en fondant sur l'expérience et le vécu que j'ai eu au trésor. J'ai défendu ça, c'est passé.
Et ça, c'est des situations où vous allez puiser au fond de vous. Quand je suis rentré, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant, ils sont d'accord. Après ça, ils disent le parfait. Il faut augmenter les salaires. Après ça, ils disent qu'il faut. C'est ça qui a changé à Dakar. Vous n'avez pas vu. Il y avait des embouteillages. Moi, on me disait, toi là, allez, je le parle. Pourquoi je vous raconte ça? C'est bien la connaissance de savoir que je cherche ici. Comme ça que ça se passe. Le grand chef, comme je dis, vous donne aussi les grands dossiers. Quand on gère ça, c'est très intéressant. Et ça, je vous explique pourquoi je fais un stress sur ça. Parce que vous avez choisi une matière où vous serez plus disciplinaire. Je vais vous démontrer ça. Les grands dossiers. Vous êtes tout en même temps. Vous êtes juriste, vous êtes ingénieur, vous êtes économiste, vous êtes financier. Si, madame, on lui avait dit, nous voulons vous confier les dossiers de développement durable. Ça fait peur, ça, au Sénégal. Ça fait peur. Mais après 3-4 ans, je leur ai rencontré toutes les compétences du pays. Je leur ai rencontré les consultants. Après 4 ans, elle sera tout. C'est ça qui permet d'avoir une belle carrière. Parce qu'il ne faut jamais gérer des petits dossiers. Retenez bien ce que je dis. Celui qui veut le petit dossier, il aura une petite carrière. Le reste, c'est la compétence, c'est l'engagement. Maintenant, moi, on m'a demandé de parler de fiscaliser stable et durable. Le thème est bien choisi. D'abord, je voudrais féliciter Pantalo. C'est assez malin. Lui, on a des façons assez anciennes. Une fois qu'il est entré dans le très timide là, vous ne pouvez même pas savoir dire à ce temps. Qui est tout? Je viens pour le dire, c'est quoi ça? Il me dit, bon, je l'ai multiplié. Je dis, il m'a expliqué un peu, j'ai dit, on y va. J'ai fait la même chose avec Papa Madibidi. Oui. Parce qu'un ministre, ce n'est pas la personne qui est assise devant. Moi, je suis ministre, je suis une autre personne. C'est comme ça qu'on nous apprend. C'est une touche que je mets. Quand vous vous trouvez dans un ministère, vous dites c'est la même personne, si c'est la même personne. Ça aussi, si vous voulez être grand chef, c'est un habit que tu mets et tu commandes. Tu deviens un chef et tu commandes. Alors j'ai dit, ok, on décide. Ok, d'accord, qu'est-ce que je veux? 1, 2, 3, 4, et on a fait ça. C'est devenu. Yes. Ça m'a dit la même chose et d'autres gens ici. Bon, bref. Quand il est venu me voir, moi je suis quelqu'un qui a une éducation. Vraiment, je voulais devant vous féliciter. C'est pas facile d'être entrepreneur. Aujourd'hui, je suis DG du secteur minière. C'est pas facile d'entreprendre dans ce pays-là. C'est bien fait pour moi, c'est bien beau d'être au journal télévisé, de lire des discours sur l'environnement des affaires. Mais quand j'ai vécu ça, mon chef, je me suis rendu compte que c'est différent. C'est difficile. Il n'y a que des obstacles. Il y a 2 obstacles. Quand tu lances, quand ça marche, c'est bien. Tout le monde va venir prendre. Donc, merci pour ce que tu as fait. Je te félicite devant tout le monde. Je n'ai pas vu, c'est pas facile. Et moi, je suis quelqu'un qui fait attention aux détails parce que c'est mon métier aussi. Quand on gère un État, on fait attention. C'est bien synchroniser votre lancement avec l'agenda national. Pourquoi? Vous êtes à 45 jours pratiquement du dépôt du budget à l'Assemblée nationale. C'est pas mal. C'est-à-dire que vous êtes en train de parler d'un sujet qui, consciemment et inconsciemment, entre dans le calendrier de préparation du budget. Parce que, comme vous le savez, le budget national doit être à l'Assemblée le 15 octobre, c'est la Constitution. Donc, quand j'ai vu j'ai dit, mais ces gens, ils sont informés. Parce qu'au moment où on parle, tout l'appareil de préparation du budget est focalisé sur le budget et vous êtes en train également de parler de ces choses. Donc, pourquoi je vous dis ça aussi? Si vous voulez être de grands leaders, il faut aussi toujours avoir un œil de mire, le calendrier républicain du pays. Vous synchronisez. Il ne faut jamais organiser un événement sans tenir compte de l'agenda national. Il faut que vous soyez, comme je l'ai dit, synchronisé. Le thème est très intéressant, la fiscalité. J'ai discuté tantôt avec Iman. Un jeune frère aussi, bon, je suis à sa disposition.
fiscalité, je disais à Iman que ce sur quoi vous allez vous engager, c'est très passionnant. C'est là qu'on appelle les finances publiques. D'ailleurs, j'ai l'habitude de dire qu'il y a une injustice quand même par rapport aux finances publiques. Parce qu'en réalité, ceux qui les maîtrisent sont toujours ceux qui travaillent au ministère des Finances, si on dit la vérité. Mais, pas seulement ça, mais ceux qui le maîtrisent encore mieux, c'est ceux qui sont sur l'épine dorsale de l'ajustement, de la politique budgétaire financière. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui travaillent au ministère des Finances qui ne maîtrisent pas les finances publiques. C'est pas si vous savez. Ou qui font les finances publiques sans le savoir. Donc, c'est très passionnant les finances publiques. Quand on y entre, moi il m'est arrivé d'organiser ici même à la collection des séminaires sur les finances publiques. À la fin, ça crée une passion. Parce que c'est tellement lié à la vie de chaque jour qu'on a envie de continuer. Et aujourd'hui, je suis aussi fier de dire que j'ai formé des jeunes, comme la dame de mon élève. Il y a aussi le directeur de cabinet adjoint, Sambaba. Ils sont nombreux, qui ont encore une commune. Tous ces gens, je les ai formés. Mais aussi, quand on forme, on détecte aussi comme il manque, je t'avais dit que tous ces restrictions du précisé. Tous ces 3 ou 4 là, quand je les ai vus, j'ai dit, voilà, tu seras quelqu'un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la promotion qui est là, il y a des talents. Il faut savoir les détecter. Première chose. Deuxièmement, il faut les encadrer. Moi, ce que je souhaite, que la formation que vous faites, parce que vous êtes beaucoup plus jeune que nous, que ça puisse vous ouvrir la voie, que vous soyez des ministres, des directeurs. Et c'est possible. Ne pensez pas que c'est pas possible. C'est possible. Quand on a fait le reportage, peut-être que vous n'avez pas ça. Par contre, comme je disais, vous avez choisi un thème très, très intéressant. Les finances publiques, c'est comme un arbre avec beaucoup de branches, avec beaucoup de feuilles, avec beaucoup de fruits. Le tronc de l'arbre, c'est les finances publiques. Mais les finances publiques, c'est tellement vaste. Personne ne peut utiliser les gens. C'est pas dit ça. On peut passer toute sa vie à parler du bien des finances concernées. Pourquoi? Parce que les finances publiques, c'est d'abord les questions de fiscalité, c'est les questions de dépenses publiques, c'est les questions d'endettement, c'est les questions de gestion de trésorerie, c'est pas bien connu, etc. Maintenant, l'avantage de ceux qui travaillent au ministère des Finances c'est qu'ils le pratiquent. Mais sachez, retenez bien qu'au ministère des Finances, il y a des gens qui n'ont pas appris les finances publiques qui travaillent là-bas. Donc, pour vous, Dieu, par sa clémence et sa miséricorde, vous pourrez permettre de l'étudier en amont. La fiscalité, pourquoi c'est intéressant et pourquoi vous avez fait le bon choix? Parce que c'est la première ligne du budget. Sans ressources, il n'y a pas de dépenses. Sans ressources, il n'y a pas d'endettement. Sans ressources, on ne paye pas les salaires. Sans ressources, on ne paye pas la dette. Sans ressources, l'État ne fonctionne pas. Ça veut dire quoi? Vous avez entre vous-même, l'élément le plus important. C'est comme les chiffres d'affaires pour un bilan. Pour l'exploitation, c'est la même chose. C'est à partir de ça que vous devez décrire. Par contre, ce que vous devez savoir, c'est que les finances publiques, et surtout la fiscalité, est plurielle. Comme je l'ai dit, il faut toujours garder à l'esprit l'image que je vous ai donnée. C'est un arbre avec des branches ont des feuilles également plurielles. Ça signifie quoi? Si tu veux former de bons fiscalistes ou des spécialistes de la fiscalité appliqués à l'équité ou à la gratuité, il faut forcément que vous acceptiez que dans le processus de formation, il doit y avoir plusieurs choses. Écoutez-moi très bien ce que je vous dis. La fiscalité, d'abord, c'est le droit fiscal. Pas juridique. C'est le droit fiscal. Le droit fiscal, donc on l'appelle technique fiscale. C'est-à-dire,
qu'est-ce qu'on impose, quel est ce taux, qui est concerné, qui n'est pas concerné. Ça, c'est ce qu'on appelle le droit fiscal. Le droit fiscal, si vous voulez mieux comprendre ça, c'est ce qu'on appelle ce qui est matérialisé par le Code général des impôts. Donc la question fiscale est d'abord une question juridique. Par contre, je m'empresse de dire, et ça c'est peut-être qu'on ne fait pas souvent attention à ça, quand on parle de fiscalité, ce n'est pas seulement la fiscalité intérieure. Il y a aussi la fiscalité de porte, on l'oublie. Les douaniers, on a la fiscalité, mais c'est une fiscalité de porte. Bon, maintenant, pourquoi j'évoque ça? C'est toujours l'arbre avec les branches. Il faut qu'il y ait, ça c'est une décision à prendre à l'ISF. Pour moi, si vous voulez former des cadres compétents en la matière de la fiscalité, il faut que vous considérez au début qu'il y a deux branches au début. La fiscalité de porte, la fiscalité. Autrement dit, on va parler concrètement, il faut un douanier qui va venir former sur la fiscalité de porte. Et un inspecteur des impôts et de même qui forme sur la fiscalité intérieure. Ça, ce n'est que l'aspect juridique. Et je vous aurais étonné, ce n'est pas ça. Il y a beaucoup d'autres choses encore. Deuxième chose, c'est de l'économie. Je vais aussi beaucoup parler d'économie. J'ai beaucoup utilisé ces techniques-là, qui est un génie en économie. Par exemple, quand j'ai fait le plan Takala, j'ai utilisé ce qu'on appelle la bande à l'ancien. Pour choisir les assiettes, parce qu'il fallait trouver la base sur laquelle on devait faire des prélèvements pour venir à la fois. Parce que quand il y a une crise, l'économie est divisée en deux, le secteur en crise et le reste de l'économie. Et comme le secteur en crise a un impact négatif sur ce qu'on appelle les externalités sur le reste de l'économie, il faut que le reste de l'économie puisse accepter des prélèvements qui viendront financer la réforme du secteur en crise. Parce que c'est comme ça que j'ai utilisé l'entrée. Avec quelqu'un aussi qui était très brillant, parce que ça me laisse, qui était le président des impôts, on voit qu'il était bien formé à génie aussi. C'est de l'économie aussi. Donc, il faut un économiste fiscal. Je reproche toujours d'ailleurs aux inspecteurs des impôts d'être des spécialistes du droit fiscal sans être des économistes de la fiscalité. Donc, il faut aussi un économiste de la fiscalité. Je ne sais pas si vous avez compris. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments de l'économie. Je prends un seul exemple. La fiscalité qui est basée sur les comportements humains. Les comportements humains. Il y a une matière qu'on appelle l'économie comportementale, l'image d'économie ce qui est très important, qui fait qu'on est obligé en économie de savoir comment l'achat économique, le marché se comporte quant à la fiscalité. Donc il faut deuxième sous-spécialité ou sous-discipline. J'ai dit premièrement le droit, deuxièmement de l'économie. Troisième chose, si vous voulez avoir de très bons fiscalistes, il faut qu'ils soient spécialistes des statistiques. Pourquoi? Les statistiques viennent en appui ou en appoint à l'économie. Je vous donne un ou deux exemples. Quand on a une liste de biens à taxer, on est obligé de savoir, du point de vue statistique,